certains le sont totalement, ce sont des mythomanes, ou ce sont les menteurs, ce qui n'est pas exactement la même chose. Le menteur sait qu'il ment, le mythomane ne sait pas qu'il ment. Un menteur cache une vérité qu'il connaît. Un mythomane ne cache pas la vérité qu'il ne connaît pas. Il n'accède pas à la vérité, le mythomane. Donc il raconte tout ce qui lui passe par la tête, et si la fiction est plus vraie que la réalité, alors la fiction est plus intéressante, alors la fiction, elle devient la vérité. Et la vérité, c'est une fiction. Moi, je ne suis pas dans ces logiques-là du tout. J'ai un rapport assez névrotique, pour le coup, au réel. Je pense que le réel est, et que ça n'est pas une tautologie. Et en bon Nietzschéen que j'essaie d'être, j'essaie de me contenter du monde donné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrière-monde pour moi. C'est-à-dire que mon travail sur Freud, mais mon travail sur les religions aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrière-monde, et même sur Camus. Quand je dis pourquoi Sartre est un homme des arrière-mondes, parce qu'il est un homme des concepts, parce qu'il est un homme de l'idée, parce qu'il est un homme de l'idéologie, et qu'il défend le prolétariat avec une majuscule, la révolution avec une majuscule, l'histoire avec une majuscule, mais que les majuscules n'existent que dans les livres, pas dans la réalité, je dis la même chose. Et je pense qu'avec le livre sur Don Quichotte, je dis aussi la même chose. Contentons-nous du monde donné. Mais pourquoi y a-t-il déni ou dénégation? Et de fait, je me suis dit, nous avons au moins 3 cerveaux. Enfin, je souscris à cette idée des 3 cerveaux. Enfin, le cortex, le néocortex et le cerveau reptilien. Et je pense qu'il y a du cerveau reptilien chez tout un chacun et que nous sommes des animaux de territoire. Nous sommes des mâles et des femelles, nous sommes des mâles dominants ou des mâles dominés, nous sommes des femelles de mâles dominants ou de mâles dominés. Il y a des marquages de territoire, et puis la vieillesse aidant, eh bien un jour, le mâle dominant se fait dominer à nouveau par un jeune et il devient un vieux mâle dominé. Et tout ça fonctionne. Il y a du reptile en nous. Ça veut dire que quand on est dans la colère, dans la violence, dans l'agressivité, quand on est dans la réactivité immédiate, quand on donne une gifle, un coup de poing, une insulte, quand on est brutal, violent, agressif, le cerveau reptilien fonctionne, et ce, nonobstant le cortex. Le cortex, c'est ce qui nous permet la réflexion, c'est-à-dire on réfléchit sur soi-même et on se dit « Attention, je suis en train de préparer du venin, et je ne dois pas envoyer ce venin, je ne dois pas mordre. » Et on se retient. On ne dit pas ce qu'on a l'intention de dire parce que le néocortex fait un travail humain, je dirais. Et il fait que nous sommes des reptiles capables de se retenir d'être des reptiles. Et il y a des gens qui sont des reptiles incapables de se retenir d'être des reptiles. Et quand les gens se sont comportés de manière reptilienne, j'émets l'hypothèse qu'il y a un travail effectué par le cortex, le néocortex, qui dit « tu n'as pas fait ça ». Tu n'as pas été violent, méchant, agressif, tu n'as pas violé, tu n'as pas massacré, tu n'as pas été un salaud, un menteur, une ordure, tu n'as pas été un sale type ou une sale bonne femme, tu n'as pas fait tout ça, c'est faux, ça n'a pas eu lieu. Le réel n'a pas eu lieu. Moyennant quoi, eh bien effectivement, on peut être dans cette coupure, pour ne pas dire schizophrénie, cette coupure qui fait qu'on a une part de nous qui est une part violente et une autre part de nous qui nous dit, quand on a été violent, qu'on ne l'a pas été. Parce qu'on sauve l'idée qu'on se fait de soi-même, l'image qu'on se fait de soi-même. D'une certaine manière, c'est une variation sur le thème de l'égotisme, de l'égocentrisme ou du narcissisme. Donc oui, Jean-Marie, vous avez raison, c'est une catégorie qui m'a intéressé comme une catégorie de la philosophie, mais aussi une catégorie qui me permet de comprendre les hommes. Pourquoi est-ce que je me fais insulter régulièrement dans la presse par nombre de journalistes qui, quand il m'arrive de les rencontrer par hasard, et à qui je dis, vous vous souvenez que, ils me disent, ah non, moi jamais écrit ça, moi, mais vous êtes trompé, j'ai pas dit ça, vous l'avez mal compris, vous êtes paranoïaque, et jusqu'à un moment où je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est moi probablement, et après je regardais dans les archives de mon éditeur, et c'était encore pire que ce dont je me souvenais, et donc je me dis, pourquoi est-ce que la dénégation mène les hommes et les femmes, hein, pourquoi est-ce que ça mène les hommes et les femmes, et pourquoi est-ce qu'en même temps on a si peu pensé la question de la dénégation, et quand on l'a si peu pensé, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pensé que dans les catégories de la psychanalyse? Et on m'a fait remarquer il y a quelques jours qu'il venait de paraître un livre écrit par un psychanalyste sur la dénégation. Je me suis dit, bah, évidemment, bon, ça va, le mien est paru avant, on ne va pas dire que j'ai triché, d'autant que ma lecture n'est pas freudienne, mais je me dis, eh bien ça continue. La dénégation, c'est un concept dont la psychanalyse s'est emparée et dont je souhaiterais qu'au-delà de la psychanalyse, nous puissions nous en emparer, même quand on n'est pas philosophe, pour comprendre son beau-frère, sa belle-mère, son voisin, son cousin, sa femme, son mari. Ça, c'est la conclusion à laquelle vous arrivez dans le livre. Après les avoir traversés, il y a combien de pages, Don Quichotte? Presque 1000, oui. Après les avoir traversés, les 1000 pages de Don Quichotte. Donc on va revenir un peu en arrière. On va non pas oublier le néocortex et le cerveau reptilien, mais bon, c'est peut-être dans le livre avec quoi je suis évidemment le moins d'accord. Ça me paraît une vision de la nature humaine
parfaitement matérialiste, et j'ai du mal à réduire l'homme au néocortex, au cerveau reptilien et à tout ce qui en émane. Comme saloperie d'ailleurs, puisque vous avez dit un salaud, du venin. Or, Don Quichotte n'est pas cela. Donc, vous arrivez à cette conclusion après avoir traversé les 1000 pages et après avoir étudié attentivement ce personnage qui incarne quand même pour vous la dénégation, mais alors qui n'est pas un salaud, qui ne ment pas. Vous l'écrivez plusieurs fois, il ne ment pas, et il est sans venin. Don Quichotte. Donc, dans ce tableau de la dénégation que vous venez de faire, n'est-ce pas, il faudrait prendre un certain nombre d'éléments, pas la totalité, un certain nombre d'éléments qu'on applique à Don Quichotte et qui, d'ailleurs, ces éléments ne comprennent pas la nuisance et la volonté de faire du mal à l'autre. Ce n'est pas dans son caractère. Alors, pas du tout, vous avez raison, c'est un gentil, Don Quichotte, voilà, c'est vraiment un gentil. Mais c'est un doudingue, c'est un gentil personnage qui n'est jamais méchant, jamais. Dans les 1000 pages, on ne le surprend jamais à être perfide, méchant, jaloux, agressif. Il n'a pas de, pour utiliser le vocabulaire de Spinoza, il n'y a pas de passion triste chez Don Quichotte. Mais ce qui m'intéressait, c'était moins Don Quichotte que le don quichotisme. Qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un personnage, un nom propre en l'occurrence, une fiction, et qu'est-ce qui fait qu'on va produire un concept, le don quichotisme, et qu'est-ce qui fait que ce don quichotisme fait l'économie de la dénégation, puisque finalement c'est assez positif, c'est plutôt sympathique d'être don quichotesque. On dit de quelqu'un qu'il est un don quichotte de ceci ou un don quichotte de cela, et ça veut dire en gros que nonobstant les difficultés du monde, la méchanceté du monde, la saloperie du monde, c'est un personnage qui porte haut son idéal et qui défend son idéal, même si tout autour de lui fait la démonstration que ça s'effondre. Donc il y a un aspect positif dans le fait d'être Don Quichotte et don quichotesque. Donc moi, ce qui m'a étonné, c'est que la notion de dénégation n'ait jamais été associée à Don Quichotte. Et quand je vous parlais tout à l'heure de ce livre d'un psychanalyste, j'aurais aimé avoir le titre et l'auteur pour lui rendre hommage, bien que ne l'ayant pas lu, mais comme par hasard, sur la couverture, il y a, je crois que pour l'avoir vu rapidement, je crois que c'est un dessin de Daumier, enfin que c'est un des dessins de Daumier qui représente Don Quichotte, le maigre Don Quichotte sur Rocinante et le gros Sancho Panza sur son âne. Et de fait, il y a eu cette association-là, Don Quichotte comme héros positif, et je suis étonné que ce soit un héros positif. En Espagne, c'est vraiment un héros positif. C'est le héros de la littérature, mais c'est même un héros populaire. C'est-à-dire que on fête Don Quichotte, même quand on n'a pas lu Don Quichotte, on n'a pas ça en France. On n'a à aucun endroit en France, comme par exemple les Pays de Loire, on pourrait fêter Rabelais et Gargantua. Ça se fait petitement, modestement dans le coin. Il y a des amis de Rabelais qui le font sur place, mais ça n'est pas un mythe national, comme Don Quichotte est un mythe national vraiment en Espagne et d'une certaine manière dans les pays hispaniques, Amérique latine aussi. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'était effectivement de proposer une lecture qui n'avait pas été faite, d'où l'intérêt de la contre-histoire. S'il s'agit de vaguement reprendre les thèses d'un autre en changeant 2 ou 3 mots pour donner l'impression qu'on est original et qu'on pense de manière originale, il y a des philosophes comme ça qui se targuent d'être très originaux. La preuve, ils ne citent jamais personne, mais ils pillent tout le monde. Je donnerai pas de nom, mais on peut les reconnaître, le reconnaître. Eh bien, je pourrais faire ça, peut faire ça assez facilement. Ce qui m'a intéressé, ça a été de dire, finalement, mais là encore, je n'ai pas tout lu, mais de la littérature, mais j'ai beaucoup lu de la littérature sur les gloses, et je n'ai jamais vu ça, de le penser, Don Quichotte, comme un héros du déni et de la dénégation. Donc, ça m'a paru intéressant de l'utiliser en ce sens, même si d'autres ont dit qu'il était juif, marane, franc-maçon, de droite, de gauche, athée, chrétien, catholique résistant dans le catholicisme. Enfin, tout a été dit sur Don Quichotte. Mais singulièrement, rien sur cette question du déni et de la dénégation. Alors, revenons justement, entrons un peu plus dans cette idée Don Quichotte, héros de la dénégation. Juste un mot, j'y pensais en lisant votre livre, et quand vous dites mythe national, je me demande en effet s'il y a un équivalent. Il y en a pas, je ne vois pas d'équivalent en France, mais je ne sais pas si dans les littératures du monde, il y a quelque chose d'équivalent. Et dans ce que vous allez étudier ensuite, il n'y a rien d'équivalent. Peut-être Goethe en Allemagne, peut-être Goethe en Allemagne. Dante en Italie aussi. Oui, Dante en Italie. Oui. Bon, alors, la dénégation chez Don Quichotte est extrêmement intéressante parce que
il a une explication, comme toujours, comme les gens qui sont dans la délégation, ils vous expliquent toujours pourquoi ils ont raison et pourquoi vous avez tort. Mais ce qui est intéressant, c'est le rapport avec le roman de chevalerie et avec l'enchantement. Donc chaque fois, dans l'épisode